Cette conférence va maintenant être enregistrée. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, je suis le professeur Aïssaoui. Je suis ravi de vous faire un cours sur l'oxygénothérapie et l'assistance respiratoire dans l'insuffisance cardiaque aiguë dans le cadre du 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 physique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec la présentation. De quoi parle-t-on? On parle d'insuffisance cardiaque aiguë et parmi les quatre phénotypes cliniques, l'œdème aigu du poumon représente 16 à 38% des insuffisances cardiaques. Comment on le définit, l'œdème aigu du poumon cardiogénique? C'est l'augmentation brutale des pressions capillaires pulmonaires, le plus souvent le résultat d'une dysfonction ventriculaire gauche aiguë. Quels sont les mécanismes de l'hypoxie dans l'œdème aigu du poumon cardiogénique? En fait, l'œdème pulmonaire, c'est une accumulation de fluide et de solidité dans les espaces extravasculaires, et c'est en rapport avec une augmentation du débit de filtration liée à une augmentation des pressions hydrostatiques consécutif à l'augmentation des pressions en amont des cavités gauche du cœur. L'OAP va conduire une insuffisance respiratoire aiguë. Comment? Parce qu'on va avoir une augmentation de l'eau libre intrapulmonaire qui va être responsable d'une baisse des volumes pulmonaires, d'une baisse de la compluence pulmonaire et également d'une augmentation des résistances des voies aériennes avec un œdème interstitiel et bronchique. Par la dysfonction respiratoire qu'il induit, l'OAP cardiogénique aggrave la défaillance cardio-circulatoire. Effectivement, l'hypoxie va diminuer le transport artériel d'oxygène avec une augmentation du risque d'ischémie myocardique. On va également avoir une augmentation du travail respiratoire. Et d'ailleurs, quand vous avez des animaux non ventilés, que vous augmentez le travail respiratoire, on a le débit sanguin qui va être détourné du foie et du cerveau pour permettre aux muscles de travailler. Le fait d'être en œdème aigu du poumon, vous allez avoir par les grands mouvements du diaphragme une baisse de la pression respiratoire à l'inspiration qui va entraîner une augmentation de la post-charge et une baisse du volume d'éjection systolique. Et donc, chaque fois que vous avez une dépression pleurale à l'inspiration, ce qui se produit chez les mâles en grande détresse respiratoire aiguë, en œdème aigu du poumon, vous allez avoir une augmentation de la pression transmurale du ventricule gauche et une augmentation de la post-charge qui va aggraver encore l'insuffisance cardiaque. Donc, chaque fois que vous avez un œdème aigu du poumon, vous avez un risque d'aggraver la dysfonction cardiaque et circulatoire par l'augmentation de l'ischémie myocardique liée à l'hypoxémie, la diminution de la pression intra-thoracique qui augmente la post-charge, et puis la baisse du volume d'éjection systolique. Donc, juste pour rappel, l'œdème aigu du poumon, on a déjà parlé de la mécanisme physiopathologique. Ne pas oublier qu'effectivement, il va y avoir une répercussion sur le rein et le foie, que cliniquement, ça se caractérise par une dyspnée, une tachypnée, une hypoxie, que les enzymes cardiaques vont monter, que la radio, l'écho vont permettre de confirmer le diagnostic et ne pas oublier de chercher un facteur déclenchant. Dans la prise en charge de l'œdème aigu du poumon, la première étape, c'est d'améliorer l'oxygénation. Il y a 4 piliers de l'œdème aigu du poumon. Améliorer l'oxygénation, on va le voir, c'est le thème d'aujourd'hui. Baisser l'extrait de l'excès de fluide, et donc c'est les diurétiques. Maintenir une pression artérielle adéquate, et puis le traitement du facteur déclencheur ou étiologique si c'est ischémique. Quels sont les effets physiologiques de la ventilation non invasive? D'abord, quand on parle de ventilation non invasive, c'est de la ventilation mécanique qui va s'appliquer par un masque avec deux modalités, la CPAP,
qui est la ventilation à pression positive continue, et la VNI à double pression avec une aide inspiratoire et une PEP qu'on appelle. Comment ça marche la CPAP, la pression positive en fin d'expiration? Ça permet de réouvrir les alvéoles collabés et d'augmenter la capacité résiduelle fonctionnelle. Et en améliorant la ventilation alvéolaire, vous avez diminué les résistances des voies aériennes et le travail ventilatoire. La CPAP permet également, par la pression qu'elle pousse dans le poumon, de baisser la précharge et de baisser la dépression pleurale à l'inspiration. Quand vous mettez de la BiPAP, c'est-à-dire quand vous rajoutez de l'aide à la PEP, vous diminuez la charge imposée au muscle respiratoire et vous évitez une fatigue musculaire. Donc en théorie, la VNI serait, la BiPAP serait plus efficace que la CPAP sur le travail respiratoire. On a vu la physiopathologie, on a vu les effets de la VNI, donc comment ça peut améliorer la défense cardiaque et circulatoire dans l'OAP. D'abord, on a déjà parlé d'hypoxémie, donc là vous emmenez de l'oxygène, vous luttez contre l'hypoxémie et l'ischémie cardiaque, vous luttez contre cette baisse de la pression intrathoracique et vous diminuez le travail des muscles. Donc la VNI, c'est clairement un traitement de l'OAP cardiogénique à part entière, puisque ça prévient également la dysfonction cardiaque et la défense circulatoire. Ça, c'est la théorie. Que disent les études cliniques? Eh bien, quand on a cette méta-analyse qui est déjà de 2006, qui comparait les effets de la CPAP versus l'oxygénothérapie conventionnelle en survie, clairement, la CPAP est associée à une plus faible mortalité chez les malades d'œdème aigu du poumon. La BiPAP, elle a une tendance à faire mieux, mais le petit p n'était pas significatif. Concernant la VNI et son effet sur le recours à l'intubation, effectivement, la VNI a transformé le pronostic des OAP cardiogéniques, d'abord parce qu'elle évitait qu'on intube les malades. Qui dit intubation dit ventilation invasive, dit hypotension, dit réanimation, dit complications pneumonie avec ventilation mécanique. Et clairement, quand vous comparez CPAP versus oxygène standard dans l'OAP cardiogénique ou BiPAP versus oxygène standard, il y a clairement un bénéfice sur le recours à l'intubation, et les données de la Cochrane montrent la même chose. Une étude beaucoup plus récente de 2011 où là on avait pris des OAP cardiogéniques en extra-hospitalier et on avait comparé groupe contrôle oxygène classique versus CPAP et on avait montré sur le critère de jugement principal que la CPAP faisait mieux, mais également sur la présence d'intubation. La CPAP en préhospitalier fait mieux que l'oxygène seul dans les œdèmes aigus cardiogéniques. Alors CPAP ou BiPAP, il n'y a pas de différence sur la mortalité malgré un intérêt théorique, puisque je vous ai expliqué que la BiPAP permettait de diminuer le travail respiratoire. Donc que disent les recommandations? Elles ne se mouillent pas, donc ça c'est des recommandations de la Société américaine de respiratologie et de réanimation. Les recommandations disent que chez un malade qui a une insuffisance respiratoire aiguë avec des signes de détresse respiratoire, on recommande fortement soit la CPAP, soit la BiPAP. Les recommandations européennes relatives à l'insuffisance cardiaque disent que chez les malades qui sont en détresse respiratoire avec une fréquence respiratoire supérieure à 25 et une saturation inférieure à 90, on recommande de faire de la ventilation non invasive, soit de la BiPAP, soit de la CPAP. En pratique, dans le préhospitalier, je pense qu'il faut garder la CPAP, c'est beaucoup plus simple et ça n'a pas d'infériorité par rapport à la BiPAP. Et que si le malade reste en détresse respiratoire malgré la CPAP, ou s'il devient hypercapnique ou BPCO, ou que s'il a une fréquence respiratoire clairement supérieure à 30, là, il ne faut pas hésiter à faire de la BiPAP. Comment on fait de la BiPAP au lit du malade? Clairement, il faut s'installer à côté du malade, positionner le masque avant de l'attacher, commencer par des pressions faibles. Si c'est que de la CPAP ou de la PEP, c'est entre 3 et 5. L'aide, vous la commencez à 8. Vous regardez ce qui se passe au niveau du malade. Si le malade est très polypnéique, il faut plutôt augmenter l'aide. S'il est très hypoxique, plutôt augmenter la PEP.
faut jamais dépasser, enfin jamais, faut éviter de dépasser les niveaux supérieurs à 12, soit d'aide, soit de PEP en 2. Et en général, si votre malade reste en détresse respiratoire avec des niveaux élevés, il faut rapidement aller à l'intubation. Quand on fait de la vanille, il faut monitorer la fréquence respiratoire. Hein. Un malade ne doit pas être polypnéique sous vanille, ou alors là, il est en train de s'épuiser, ça ne va pas bien du tout. Il faut monitorer également le volume courant expiré. Hein. S'il prend des petits volumes, il s'épuise également. Et donc le volume courant, c'est à peu près 6 ml kilo. Et puis, vous monitorez vos paramètres classiques d'œdème aigu du poumon. Ne pas oublier de faire des gaz au bout de 2 heures pour voir si cliniquement le malade ne devient pas hypercapnique et s'il s'améliore. Les critères d'intubation, c'est les critères d'intubation classiques. Un malade qui est en grand choc cardiogénique, qui s'arrête, qui commence à s'agiter et être comateux, qui malgré votre VNI reste très hypoxémique ou très hypercapnique. Un malade qui vomit, c'est clairement une indication à intuber le malade. Certains ont essayé de voir les critères prédictifs d'échec de VNI. Les malades qui sont très graves et multidéfaillants sont probablement ceux qui ne vont pas bien évoluer sous VNI. Les malades qui restent avec des fréquences respiratoires élevées, les malades qui doivent être intubés. Globalement, quand vous démarrez votre VNI, si au bout d'1 heure le malade reste polypnéique, hypoxique et maintient sa capnie élevée, il faut l'intuber. Et dans les autres cas, effectivement, un malade qui s'intube, qui s'agite sous VNI, un malade qui vomit, c'est une contre-indication formelle à la VNI et il faut l'intuber. Alors l'oxygène à haut débit, c'est une technique d'oxygénation qui est émergée avant le Covid, mais qui a été diffusée et connue des grands publics lors du Covid. Ça marche comment? Il y a 3 éléments. D'abord, il y a un humidificateur, il y a un délivreur d'oxygène avec un haut débit, et puis le malade reçoit l'oxygène à travers une interface et des canines nasales. Quand vous mettez de l'oxygène à haut débit, vous augmentez la FiO2, la pression dans les voies aériennes, vous augmentez la PaO2, et ce qui fait que ça va augmenter la compliance et réduire le travail respiratoire. De l'autre côté, ça permet également d'assurer une certaine lavage de l'espace mort et de diminuer la capnée, c'est-à-dire d'augmenter la clairance du CO2. Donc en théorie, la VNI, comme elle entraîne quand même un certain débit, une certaine pression, elle pourrait améliorer les malades en œdème aigu du poumon en améliorant la ventilation alvéolaire, la compliance et l'oxygénation, et donc casser également ce cercle vicieux lié à l'OAP. Je connais des cliniques très peu. Un exemple d'une étude très faible, 136 malades randomisés, 69 dans le bras oxygène à haut débit, 67 dans le bras conventionnel. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi le gold standard c'est l'oxygène, alors que finalement c'est la VNI. Et quand on regarde sur un critère de fréquence respiratoire au bout de 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, certes, on a une amélioration de l'oxygène à haut débit versus l'oxygène standard, mais en revanche, le fait de faire de l'oxygène à haut débit n'améliore pas le fait de devoir nécessiter de la VNI, le fait d'être intubé ou la mortalité. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas d'indication à faire de l'oxygène au débit. Ça, c'est également une autre étude qui avait comparé 69 malades. Et si elle montre que la VNI améliore la fréquence respiratoire, l'oxygène à haut débit améliore la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène chez les malades en œdème aigu du poumon, il n'y a aucun effet sur la mortalité ni le recours à l'intubation. Donc pour l'oxygène à haut débit versus la VNI, il y a trop peu de données, c'est pas significatif, et les recommandations elles disent que clairement, dans l'OAP, l'oxygène à haut débit n'est pas positionné en première intention. Si jamais vous n'avez pas d'autre choix que ça, il faut une évaluation rapprochée et surtout ne pas retarder la VNI. Donc en conclusion, pour ce qu'on peut dire, on peut dire que l'OAP cardiogénique aggrave la défaillance cardiaque à cause de la dysfonction respiratoire qu'elle induit, que la ventilation mécanique, c'est un traitement à part entière de l'OAP, ça prévient l'amélioration de la dysfonction cardiaque et circulatoire, que la place de cette ventilation est indispensable sur la gestion de l'OAP, tant sur le plan physiologique que clinique, parce qu'elle améliore l'oxygénation, parce qu'elle améliore la compliance, parce qu'elle diminue l'effort respiratoire. Par contre, la modalité à utiliser en premier, CPAP versus BiPAP, reste à
préciser. Je vous remercie de votre attention.